Alors bonjour à tous, je vous propose, on va démarrer, de toute manière les autres personnes vont arriver au fur et à mesure. Donc moi je suis Cyril Duflou, donc je suis référent semences à la Chambre d'agriculture du Cher. Alors il y a un message, non ça c'est bon. Donc je suis aujourd'hui l'animateur de ce webinaire, donc je vais collecter vos questions et on répondra à vos questions par la suite. Donc, je vous remercie d'être présent. Donc, cet événement est organisé dans le cadre du CAP Filière Semences de la région Centre-Val de Loire. Et donc, cet événement est consacré aujourd'hui aux productions de semences en agriculture biologique. Et donc, on a une intervenante qui est Laura Brun de la FNAMS. Donc, on la remercie beaucoup pour son intervention. Ensuite, on va avoir 3 témoignages. Donc, on a la chance d'avoir 3 agriculteurs qui ont bien voulu témoigner aujourd'hui. Donc, on verra ça après l'intervention de Laura. Donc, on aura Francis Giton du Cher, Augustin Descamps de la Nièvre et Nicolas Novelon du Loir-et-Cher. Alors, concernant les aspects techniques, donc vos micros et caméras ont été coupés. Alors, les caméras, c'est pour préserver la bande passante et les micros, c'est pour éviter les bruits parasites. Vous pouvez poser vos questions. Alors à droite, je ne sais pas si vous avez vu en haut à droite, hein, vous avez un chat. Il y a écrit chatter quand vous mettez votre souris. Donc vous pouvez vous poser vos questions sur le chat et on y répondra à la fin. Moi, je vous encourage à poser vos questions au fur et à mesure. Comme ça, moi, ça me permet de les collecter, de les synthétiser et de les poser par la suite soit aux agriculteurs ou soit à Laura. Donc n'hésitez pas. Donc je vais laisser la parole à Laura sur la partie production de semences en agriculture biologique. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laura Brun. Je travaille à FNAMS sur la station de Castelnaudary. Et donc, au sein de la FNAMS, c'est moi qui m'occupe du dossier des semences biologiques. Donc, je vais vous présenter pendant une vingtaine de minutes un petit peu la multiplication de semences biologiques. On va être centré sur la région Centre-Val de Loire, évidemment. Et donc, c'est plutôt une première approche. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Donc déjà, un petit point réglementaire pour donner le cadre de la production. Donc la production de semences biologiques est soumise à 2 réglementations, celle des semences et celle de l'agriculture biologique. Donc je vous rappelle en gros la réglementation de la semence. Donc à chaque fois, toutes les productions sont faites sous contrat. Et ces contrats sont régis par quelques textes. Donc il y a les règlements techniques annexes et les conventions de type. Donc vous avez, c'est accessible donc sur le site du CNIS. Et vous avez donc le lien qui est donné. Donc, ces textes, ils vont réglementer un petit peu tout ce qui va être le précédent, les distances d'isolement, donc pour la mise en place donc, des parcelles. Et après, sur les résultats, sur les normes de faculté germinative, les puretés spécifiques, les graines d'autres plantes qui sont autorisées ou pas, etc. Donc ça, c'est des renseignements qui sont un peu plus dans les règlements techniques. Dans les conventions de type, il y a un petit peu plus le lien entre les établissements et les agriculteurs. Donc, il est noté les obligations des établissements et des agriculteurs, tout ce qui va être les modalités de l'agréage, les délais pour la rémunération, etc. Et donc, selon les espèces, on peut trouver des semences certifiées ou des semences standards. Donc, la plupart des semences sont certifiées, c'est-à-dire qu'il y a des opérations de contrôle en cours de culture également. Et les semences standards sont plutôt donc, les espèces potagères fines, l'oignon, la carotte, la betterave, etc. Et donc les contrôles ont plutôt lieu sur le résultat final. Donc voici globalement pour la réglementation en semences. Donc maintenant la réglementation en agriculture biologique. Donc très rapidement. Donc tout ce qui est produit de synthèse est interdit. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrais minéral ni pesticides de synthèse. Les OGM sont interdits aussi. Et en fait, on a le droit d'utiliser des produits qui sont uniquement ceux qui sont notés dans la liste des intrants autorisés. Donc, ils sont accessibles sur le site de l'ITAB, par exemple. Donc, et dans cette réglementation en agriculture biologique, normalement, depuis 1995, donc ça fait quand même quelques années, en théorie, les agriculteurs sont obligés d'utiliser des semences produites en agriculture biologique durant une génération pour pouvoir donc semer en tant qu'agriculteur utilisateur, en tant que maraîcher, en tant qu'éleveur, etc.
Le problème, c'est qu'au début, quand même, le marché n'était pas fourni. Et il a fallu développer toute cette production de semences. Du coup, on est parti sur un système de dérogation pour pouvoir utiliser des semences conventionnelles non traitées à la place de semences biologiques. Donc, c'est en fait cette partie de semences biologiques ou semences non traitées, c'est-à-dire tout système de dérogation, va montrer un petit peu le marché qui s'ouvre au fur et à mesure dans la production de semences biologiques. Donc, dans le système dérogatoire, il y a plusieurs cas. Donc, on a les espèces qui vont être en autorisation générale. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a plus d'espèces pures qui soient en autorisation générale. Il y a simplement quelques mélanges où il y a 70% de semences biologiques. Donc, après, il y a les dérogations standards. Il y a quand même beaucoup d'espèces qui sont dans ce système-là et avant de passer hors dérogation. Et donc, dans cette période, on essaie d'avertir l'ensemble de la filière pour pouvoir se préparer à commencer à produire des semences en agriculture biologique. Et donc, il y a des espèces qui, au fur et à mesure, arrivent en écran d'alerte avant d'être, quelques années plus tard, hors dérogation. Donc, dans toutes les espèces qui sont en dérogation standard ou en écran d'alerte, donc il est possible d'utiliser des semences non traitées. Et dans ce cas, donc pour toutes les espèces qui sont dans ces cas-là, il faut faire vraiment des demandes de dérogation. Et évidemment, sur les espèces hors dérogation, bon, il y a quelques dérogations qui sont possibles, mais c'est vraiment très strict et très, très difficile d'obtenir ces dérogations. Donc après, quelques exemples d'espèces en écran d'alerte. Bon, il y en a quand même beaucoup. Mais à chaque fois qu'une espèce est notée, il y a aussi le moment où elle va passer hors dérogation. Donc, par exemple, vous avez les féveroles qui vont passer hors dérogation donc, le 1er juillet 2025, qui laisse un petit peu de temps. L'orge d'hiver va passer hors dérogation au 1er juillet 2021, c'est-à-dire il y a en gros 6 mois. Donc ça, c'est vraiment très récent. Et vous avez par exemple l'orge de printemps qui est déjà passée hors dérogation. Pour la luzerne, par exemple, on a un cas un petit peu différent, c'est qu'en fait, le passage va être progressif. On demande au fur et à mesure qu'il y ait à peu près 25% du marché qui soit fourni, après 50%, après 75%, jusqu'à arriver à 100% du marché qui doit être fourni en 2024, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité de dérogation en 2024. Et un autre exemple, donc les betteraves potagères vont passer hors dérogation le 1er juillet 2024. Donc, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est les espèces hors dérogation, c'est-à-dire que c'est un marché vraiment à fournir. Donc, il y a le blé tendre, les potres, le maïs qui est hors dérogation depuis un moment, l'orge de printemps, les triticales, les pommes de terre, sauf les espèces féculières, les oignons jaunes hybrides de jour long, sauf résistance au mildiou, et il y a encore d'autres potagères, et souvent, c'est pas une espèce entière qui passe hors dérogation, il y a quelques cas d'école, quelques cas où c'est encore en écran d'alerte, d'autres pas, etc. Donc, en fait, pour s'y retrouver vraiment, il y a un document qui est fait par l'INAO et où on retrouve les statuts dérogatoires. Donc, c'est le lien qui est en bas de la diapo. Donc, voilà à peu près le marché à fournir. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la production? Donc, là, c'est une petite diapo pour vous montrer que, au fur et à mesure, en fait, quand même, tout le monde se met à produire des semences bio. Donc, on a, depuis 2005, par exemple, je suis partie de cette date-là, on voyait que les productions ont quand même été développées, mais doucement. Et en fait, depuis 2015, 2016, 2017, là, il y a une vraie progression. Tout le monde s'est mis à faire plus de production en semences bio ou voir que c'était un vrai créneau et qu'il fallait se développer aussi en production bio. Donc, le type d'espèces qui se retrouvent, sur lequel il y a plus d'hectares multipliés en bio, ce sont quand même les céréales, avec surtout le blé tendre. Dans les fourragères, donc il y a quand même aussi pas mal d'hectares avec surtout de la luzerne. Donc après, on a le maïs et puis donc on a après des surfaces qui sont quand même plus réduites jusqu'à la betterave, par exemple, qui se développe à peine et que depuis quelques années. Donc, quand on regarde en parallèle tout ce qui va être les structures et le nombre d'agriculteurs, on voit que donc à peu près à la même date, là 2015, 2016, 2017, il y a le nombre d'agriculteurs multiplicateurs qui quand même a beaucoup augmenté et le nombre de contrats aussi. Et en fait, quand on regarde le nombre de contrats par agriculteur,
c'est resté assez stable depuis 2005. Ce qu'on trouve aussi, donc, c'est que le nombre d'établissements qui multiplient des semences biologiques augmente aussi, donc, mais quand même beaucoup moins, d'une façon beaucoup moins importante que le nombre d'agriculteurs. Donc voilà pour la dynamique nationale. Quand on regarde au niveau géographique, donc on voit quand même qu'il y a le nord de la France où il y a quand même beaucoup de production de semences biologiques, un petit peu dans le sud, et puis après il y a des régions peut-être un peu plus d'élevage où quand même il y a moins de production de semences en général. Donc la région Centre-Val de Loire est quand même la première région productrice de semences biologiques en 2020. Donc votre région est quand même bien placée. Quand on regarde donc en détail par espèce, donc la colonne centrale, c'est pour les surfaces en Centre-Val de Loire. Donc des betteraves, bon, c'est pas la région de production, que ce soit en bio ou en conventionnel. Donc il n'y a pas d'hectares de surface de betteraves porte-graines dans le Centre-Val de Loire. Donc dans les céréales à paille quand même, ça représente donc 1400 hectares qui font à peu près 15% de la production nationale. C'est quand même un très fort pourcentage. En fourragère, donc il y a environ 300 hectares, beaucoup de luzerne, qui représentent 10% de la production nationale. En lin et chanvre, en fait, ça dépend des années. Quelquefois, c'est du lin, quelquefois, c'est du chanvre. Et donc là, en 2020, il y a 10 hectares sur les 16 qui sont produits au niveau national. Donc, ça représente 62% de la production nationale. Mais enfin, quand on regarde en hectares, c'est quand même pas beaucoup. Pour le maïs et sorgho, donc, il y a une centaine d'hectares qui sont faits dans le Centre-Val de Loire, ce qui fait 6% de la surface nationale, ce qui n'est pas la principale région productrice. C'est quand même dans le maïs et sorgho, donc c'est surtout le maïs qui est représenté en Centre-Val de Loire. Et il y a quand même beaucoup de production de semences de maïs, plutôt en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Dans les oléagineux, donc il y a 44 hectares qui sont faits en Centre-Val de Loire, ce qui représente 6%, et ce sont des semences de soja bio. Dans les potagères et florales, donc pratiquement 170 hectares sont faits en Centre-Val de Loire, ce qui fait 13% de la surface nationale, ce qui est quand même tout à fait estimable. Et dans les protéagineux, donc il y a environ 400 hectares, environ un tiers de la production nationale, c'est quand même un très fort pourcentage. Donc si on regarde un petit peu après l'évolution sur les 3 dernières années, c'est en général plutôt stable ou ça augmente un petit peu. Donc pour les céréales à paille, il y a eu peut-être un petit creux en 2019, donc, mais en 2020 c'est bien redéveloppé, grâce au blé tendre surtout. En protéagineux, c'est en progression. En fourragère et gazon, c'est en progression aussi. Potagère et florale, ça diminue un petit peu, mais c'est quand même, enfin au niveau national, c'est quand même de forte surface. Maïs et sorgho, ça augmente, et oléagineux, ça augmente aussi quand même. Si on regarde donc après, département par département. Donc le principal département dans la région centre, c'est quand même le Cher, qui produit environ, qui produit plus de 900 hectares de semences biologiques, surtout grâce aux céréales à paille et aux protéagineux. Donc après, deuxième département, c'est l'Eure-et-Loire, avec plus de 500 hectares, donc surtout des céréales à paille, à nouveau, et peut-être un petit peu moins, donc fourragère à gazon et protéagineux. Donc le troisième, après, c'est le Loiret, avec beaucoup de céréales à paille. Et après, nous avons donc le Loir-et-Cher, toujours avec des céréales à paille, l'Indre-et-Loire, toujours avec des céréales à paille, mais aussi du maïs. Et l'Indre qui produit un petit peu moins, et qui produit moins de céréales à paille. Donc après, on regarde au niveau de chacun de ces grands groupes d'espèces, quelles sont les principales espèces qui sont multipliées. Donc dans les céréales, il y a donc le blé tendre qui est la principale espèce et qui est passé hors dérogation. Donc ça se comprend. On revoit depuis que le blé tendre est passé en écran d'alerte puis hors dérogation, on voit bien que les surfaces augmentent, qu'il y a des établissements qui se lancent, qu'il y a des agriculteurs qui se lancent dans cette production-là. Donc la troisième production, ce sont les triticales, avec plus de 400 hectares, et après l'orge. Donc les triticales sont hors dérogation, et l'orge, donc l'orge de printemps est hors dérogation, et l'orge d'hiver est en écran d'alerte et va passer hors dérogation
en juillet, donc les semences sont déjà produites. Donc après, si on regarde les surfaces, donc les 3 premières espèces les plus multipliées, donc ce sont le blé tendre, la triticale et l'orge. Et après, donc nous avons la féverolle, qui est quand même pas mal multipliée donc, dans le centre. Et la 4e espèce, après on passe plutôt sur des luzernes. Quand on regarde après, donc ce dont on n'a pas parlé, les potagères, donc les surfaces sont essentiellement dues aux productions de lentilles bio, aux haricots nains et après aux oignons. Donc du coup, en fait, excusez-moi, et donc il y a aussi quand même des productions de maïs, de sorgho et de maïs, de chanvre et de soja qui sont produites donc dans le centre Val de Loire. Donc ça, c'est la présentation un petit peu générale de ce qui se fait dans votre région. Et après, donc, on a essayé de voir un petit peu quelques itinéraires techniques, au moins quelques points essentiels sur plusieurs espèces. Et donc, on a choisi de regarder ce qui se passait un petit peu sur les céréales, donc essentiellement sur le blé tendre, sur de la luzerne, et après, on a choisi une potagère, donc les oignons. Donc, on va passer à la multiplication de semences de céréales. Donc, j'essaie de répéter quelques points réglementaires un peu tout le temps, ce qui donne quand même le cadre de la production. Donc, l'isolement, cela dépend des espèces que vous multipliez. Donc, si c'est du blé, si c'est des triticales, etc. Et ça se dépend si ce sont des semences de base, des semences certifiées. Donc, le plus souvent, ce sont 5 mètres qui sont demandés. C'est quand même assez peu. C'est juste pour ne pas mélanger les lots. Et c'est aussi parce que donc, les céréales sont des espèces haut de gamme qui se pollinisent elles-mêmes. Donc, si on regarde l'implantation maintenant, il faut quand même réfléchir à l'implantation par rapport à la gestion des adventices. Donc, souvent, pour éviter quelques levées d'adventices d'automne, le semis peut être retardé. Voilà, pour le temps. Et puis après, donc, il y a 2 stratégies qui peuvent être prises. Ou on fait des petits écartements, donc le semis en plein habituel à 15 ou 17,5, ou je ne sais pas si je peux descendre à 12,5. Voilà, le semis habituel pour des céréales. Et donc là, dans ce cas-là, l'outil pour désherber, c'est plutôt la herséterie ou rotative. Et comme la herséterie va arracher toujours un petit peu quelques pieds, au niveau de la densité, on compense en augmentant un petit peu la densité. Cette augmentation de densité permet aussi de compenser un petit peu plus les adventices. Donc ça, c'est une première stratégie. Il peut y avoir après une autre stratégie, on part carrément, on va essayer de biner les céréales, mais biner avec une bineuse un petit peu habituelle, pas forcément une bineuse de précision. Donc si on décide de biner les céréales, il peut être possible donc de mettre 2 rangs assez rapprochés, à une dizaine de centimètres de l'un de l'autre, et laisser un grand écartement pour remettre 2 rangs rapprochés. Et donc ce grand écartement est une zone qui va pouvoir être binée. Donc cette zone binée peut représenter 25 à 35 cm d'écartement. Si au niveau de la densité, si on compte en fait 10 cm entre 2 rangs, puis après 25, ça nous fait sur 35 cm, on a 2 rangs. Et si vous avez le semis en plein habituel, si vous êtes à 17,5, sur 35 cm, vous allez avoir 2 rangs aussi. Donc selon vos habitudes, si vous utilisez cette stratégie avec les zones binées, vous pouvez avoir la même densité ou voir une densité peut-être un petit peu plus forte sur le rang pour rattraper cette zone où il n'y a pas de céréales. Donc cette stratégie avec les grands écartements, c'est fait pour utiliser les bineuses. Souvent des bineuses frontales ou ventrales, en fait, où le conducteur du tracteur va pouvoir voir la bineuse et bien voir où il passe. Mais donc la herséterie peut être possible aussi pour pouvoir désherber donc ces 2 rangs qui sont rapprochés. Donc le désherbage est quand même assez important parce qu'il y a quelques impuretés réglementaires, c'est-à-dire des graines qu'on ne doit pas retrouver dans le produit final. Et donc pour ne pas les retrouver dans le produit final, il faut éviter de les avoir en culture ou les enlever. Donc, par exemple, on a
on a, enfin, la principale adventice problématique, ça va être la folle avoine, donc qui est considérée comme une impureté dans les avoines, dans le blé dur, dans le blé tendre, dans l'orge, dans les triticales et dans les seigle, donc dans toutes les espèces citées. Et ce à quoi il faut faire attention aussi sont les repousses. Si vous avez des repousses d'orge dans le blé ou de blé dans de l'orge, par exemple, donc c'est pas triable et ce sont vraiment des impuretés. Donc il faut bien faire attention aux précédents. Essayez de ne pas mettre céréales sur céréales. Ou alors vous choisissez bien. Vous avez peut-être donc une céréale, un blé ou un orge par exemple. Derrière, vous pouvez à la rigueur mettre une avoine. Ce qui est intéressant aussi quand même pour les besoins en azote, car l'avoine a quand même moins de besoins. Donc si avec la RC-Tri, avec éventuellement la bineuse, vous n'avez pas réussi à enlever les folles avoines, il peut y avoir aussi un essimage éventuel qui peut être réalisé, comme la folle avoine souvent nettement plus haute que la culture. Au niveau de la fertilisation, donc la fertilisation, souvent en agriculture biologique, quand même coûte plutôt cher, surtout si on n'a pas d'élevage. Donc ce qui est bien, c'est de mettre une légumineuse auparavant. Et donc c'est uniquement des fertilisants organiques. Et les besoins d'azote, en fait, ne sont pas les mêmes selon les espèces. Vous avez par exemple les blés qui demandent beaucoup plus d'azote que des seigles ou des épeautres. Et donc, dans la rotation aussi, c'est un point à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, une épeautre derrière une légumineuse, peut-être qu'elle va verser carrément, qu'elle aura vraiment trop d'azote. Donc, pour ajuster l'azote, alors souvent, comme c'est un fertilisant organique que l'on va mettre pour pouvoir donc apporter les éléments azotés aux céréales, souvent donc il est apporté en premier avant l'implantation de la culture. Et peut-être judicieux ou adapté, enfin il faut voir selon les reliquats azotés, peut-être qu'un apport avant montaison, donc d'un fertilisant plutôt à base de viande de volaille par exemple, qui va quand même amener des éléments minéraux facilement utilisables par les céréales. Donc peut-être qu'un apport de viande peut être justifié, mais donc ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des reliquats azotés pour savoir où en sont votre culture. Donc après, on a vu les adventices. Au niveau des maladies, donc il y a évidemment les maladies que l'on peut retrouver sur les céréales conventionnelles, on peut les retrouver aussi sur les céréales biologiques, des septorioses, des rouilles, des fusarioses, etc. Donc faites quand même attention aux fusarioses qui sont transmissibles par les semences. Et en plus de ça, il y a quelques maladies qui sont réglementées et que l'on retrouve, qu'on peut retrouver plus facilement en fait dans les productions biologiques que dans les productions conventionnelles. Donc, on a des charbons, mais donc il y a dans la réglementation, il est dit de faire attention au charbon, mais il n'y a pas de normes vraiment éditées. Mais donc, par contre, sur la carie du blé, sur l'ergot du sel, donc ceux-là, ils sont beaucoup plus à surveiller. Donc, pour ces maladies, selon les céréales que vous multipliez, sont plus ou moins sensibles. Donc, la carie du blé, évidemment, sont les blés qui sont très sensibles à cette carie, comme le nom l'indique, mais les épeautres aussi. Pour l'ergot du seigle, donc c'est le seigle qui est le plus sensible, mais pas que, donc on peut en retrouver aussi sur triticale, sur des blés, et l'avoine quand même beaucoup moins sensible aussi. Donc ce qu'il y a de mieux, c'est quand même d'éviter d'avoir ces maladies qui se propagent dans vos cultures. Et donc pour ça, ce qui est bien, ce sont les réglementations un peu générales pour toutes les maladies, avoir des rotations longues, avoir des semences de basse saine, des semis peut-être pas trop précoces parce que donc ça fait donc, si ce sont des semis précoces, ils vont durer longtemps et donc on risque d'avoir un peu plus de maladies qui vont se développer, un peu plus d'adventices qui vont se développer, etc. Donc il faut faire attention aussi aux repousses dans les parcelles voisines, c'est-à-dire si il y a des repousses de blé, par exemple, qui portent de la carie dans la culture d'à côté, ça peut être une source d'inoculum donc pour votre parcelle à vous. Donc faites attention quand même tout autour. Et quand vous avez une parcelle qui est vraiment contaminée, récoltez-la en dernier
pas contaminer avec les engins de récolte vos autres lots. Donc, ce que l'on peut faire de façon préventive aussi, donc contre la carie du blé, il existe des traitements de semences. Donc, le céréal qui est à base d'une bactérie, le Pseudomonas chlororaphis d'une certaine souche. Le copside aussi qui est à base de cuivre. Et éventuellement, donc, il y a des traitements de semences qui peuvent être faits au vinaigre avec certaines doses. Ce qui est intéressant aussi, c'est de favoriser une levée rapide, c'est-à-dire avoir un sol bien structuré, pas noyé, pour que les plantes puissent, que le sol soit chaud et que les racines puissent bien rentrer dans le sol correctement. Au niveau préventif, donc contre l'ergot du seigle, il y a le traitement de semences au vinaigre qui fonctionne. Donc, je vous ai mis un petit lien pour voir comment gérer les quantités à mettre par quintal de semences. Et donc, c'est un lien vers le site de l'ITAB sur les substances de base. Parce que le vinaigre est considéré donc, et est intégré dans les substances de base. Donc, pour lutter contre l'ergot du seigle, il y a aussi les graminées adventices qui peuvent être un inoculum. Donc, faites attention aussi à éliminer. C'est une autre raison pour pouvoir éliminer les graminées adventices. Donc, si au cours de la floraison, de l'épiaison, de la maturation des épis, vous voyez des pieds qui sont carriés ou des pieds qui commencent à avoir des grains un petit peu déformés, noirs, etc., qui sont susceptibles de porter de l'ergot du seigle, le mieux, c'est quand même d'éliminer ces pieds-là, de les sortir de la parcelle. Et si, après la récolte, vous savez que vous avez eu une parcelle qui a été contaminée, vous avez quand même plutôt intérêt à la labourer, pouvoir enfouir donc tous ces champignons et ne pas la labourer l'année suivante, enfin laisser un certain temps toute la vie du sol pour pouvoir attaquer donc ces champignons et puis les détruire au fur et à mesure. Donc après, on va passer à la récolte. Donc les récoltes des céréales, le plus fréquemment, donc c'est une récolte à maturité, où vous savez récolter du blé. Il y a quelques cas où il peut être intéressant d'endéner, c'est si la parcelle est trop enherbée, c'est-à-dire que vous avez un peu trop de verre, et à la rigueur, pour pouvoir gagner un petit peu de temps, par exemple, si vous avez un orge à récolter assez tôt et que vous prévoyez de mettre une culture en dérobée par la suite, donc là, ça peut être une astuce d'endéner le champ. Donc, dans ce que l'on attend du lot que vous allez produire, il faut qu'il y ait une faculté germinative au moins supérieure à 85% pour les blés, les épeautres, l'orge, les avoines, et au moins supérieure à 80% pour être critical. La pureté spécifique, c'est-à-dire quand on récolte un lot de blé, par exemple, on veut qu'il n'y ait que des graines de blé, et donc ça doit être supérieur à 88%. Après, quand on fait un échantillon, le nombre maximum de graines d'autres plantes, donc il va être vraiment dénombré. Il y a des personnes qui vont regarder chacun des grains de cet échantillon et ils vont déterminer ce que c'est. Donc, il doit y avoir au maximum 10 graines qui ne sont pas de l'espèce cultivée, dont 7 maximum de graines d'autres espèces. Il doit y avoir aucune graine de folle avoine, aucune graine donc de l'Olium temulentum, qui est en fait une livrée enivrante, donc une plante de la famille des régras. Maximum 3 graines de Raphanus raphanistrum, qui est la ravenelle, et maximum 3 graines d'Agrostema gidago, qui est donc l'agnelle des prés. Et au maximum 3 sclérotes d'ergot des céréales. Donc l'ergot est vraiment réglementé. Voilà pour les céréales en général. Et on va passer donc à une fourragère. Donc on a choisi de de vous montrer des points essentiels de l'itinéraire technique des luzernes. Donc l'isolement pour les parcelles de luzerne, en fait, ça dépend de la taille de la parcelle qui va être multipliée. Et ça peut aller entre 50 et 200 mètres d'isolement, donc entre deux parcelles de luzerne. Le plus souvent, ce qui se fait, donc, ce sont des semis sous couvert. Donc des semis de luzerne au printemps. Par contre, le couvert peut être semé au printemps ou à l'automne. Donc ce que l'on trouve assez couramment, ça va être des semis de luzerne sous tournesol, où on sème le tournesol et où la luzerne peut être dans le microgranulateur.
et donc faire en un seul passage les 2 semis. Ça peut être un semis sous couvert d'orge de printemps, et ça peut être donc un semis aussi sous couvert de blé d'hiver. Et dans ce cas-là, donc le blé est semé auparavant et on sème la luzerne au printemps. Il peut y avoir aussi d'autres essais. Peut-être, il me semble qu'il y en a qui ont essayé peut-être sous soja, je ne suis pas très sûre. Et enfin bon, il peut y avoir d'autres associations aussi à découvrir, à voir ce qui pousse bien dans vos sols, etc. Donc l'intérêt du semis sous couvert, c'est quand même que lors de la première année de production, la luzerne est quand même plus développée que si on prend l'autre solution, qui est le semis en sol nu en fin d'été. Donc le semis en sol nu en fin d'été, il faut quand même qu'il y ait un minimum de pluie pour que la luzerne puisse germer. Et c'est aussi pendant tout l'automne et le printemps qui suit, la luzerne ne couvre pas forcément le sol, ce qui fait quand même, ce qui laisse beaucoup de place aux adventices. Et la gestion des adventices est quand même plus compliquée. Il y a des commentaires? Non, je crois pas pour le moment. Ok. Il y a plein de questions dans le chat, mais on va peut-être les faire à la fin de ta présentation. Ok. Il y a un point à préciser aussi, c'est que la production de luzerne porte-graines, c'est quand même pas la production de luzerne pour le fourrage. Il faut faire un petit peu attention, c'est-à-dire que votre luzerne, ce qu'on veut, c'est qu'elle produise des fleurs et des graines, et pas forcément des tiges et des feuilles. Donc pour ça, ce qui est mieux, c'est d'avoir des grands écartements, pour que la lumière soit présente sur la plante de luzerne. Vous avez une végétation plutôt aérée qui va limiter toutes les maladies. Et éventuellement, si vous semez avec des grands écartements, vous pouvez biner aussi. Par contre, la gestion des adventices peut être plus simple qu'un binage. Une fois qu'elle est bien implantée, la luzerne, elle peut supporter le passage d'un vibroculteur en hiver, quand elle est en dormance. Donc même 2 passages en croisée, par exemple, ça désherbe bien. Et la luzerne va s'en remettre. Donc éventuellement, vous pouvez biner. Et lors de l'après-coupe aussi, vous gérez pas mal des adventices parce que la luzerne va bien repartir alors que certaines adventices vont rester petites après sous la luzerne. Donc après, ce qui est important sur la luzerne, c'est tout ce qui va être les ravageurs. Ce qui est bien, c'est quand même de pouvoir suivre les ravageurs, de savoir quand est-ce qu'il y a un pic et de voir quels sont les ravageurs qui sont présents. Et pour ça, ce qui serait bien aussi, c'est que tout le monde, qu'il y ait beaucoup de producteurs de semences de luzerne porte-graines qui aient un filet fauchoir pour pouvoir suivre vraiment ces ravageurs-là. C'est-à-dire un filet fauchoir, c'est un petit peu un système de filet à papillon, mais avec des mailles beaucoup plus fines. Et selon les populations de ravageurs que vous capturez, vous pouvez peut-être ajuster la date de l'après-coupe pour pouvoir gérer donc, ces ravageurs. Et quand le pic est un peu trop important, donc vous éliminez la luzerne, vous faites une pré-coupe. Du coup, ils ne vont pas revenir tout de suite. Après, ils vont être décalés. Et il y a moyen de passer au travers donc, des pics de population. Donc, ceux qui vont être un peu embêtants. Donc, vous avez une photo là sur ce que l'on peut récolter une fois qu'on a passé le filet fauchoir. Donc, plutôt, là, on voit bien qu'il y a quelques fleurs. Donc, c'est au stade floraison. Selon le stade de la luzerne, on ne capture pas les mêmes ravageurs. Donc, vous avez, donc en partant par le haut, vous avez donc des petits coléoptères noirs avec un rostre, qui sont les apions. Vous avez après donc des larves vertes qui ont une ligne blanche sur le dos, qui sont les larves de phytonome. Vous avez des larves dimètre noires, vous en avez quand même moins dans la région centre, c'est plus dans le sud qu'on en retrouve beaucoup, qui s'appellent donc des larves de négrils, ce sont des larves de coléoptères. Vous avez aussi, donc il peut y avoir des pucerons, mais pour qu'ils aient une influence sur le rendement de la luzerne porte-graine, quand même, il faut énormément de population de pucerons. Et donc les plus bas, vous avez donc un petit coléoptère marron assez épais, sans rostre, qui va être le typhus, et qui lui va pouvoir piquer donc, les gousses et avoir un effet donc, sur le rendement. Donc ça, c'est plutôt en floraison et un peu plus tard dans le cycle. Donc vous pouvez toujours trouver des typhus, mais vous pouvez aussi avoir des punaises. Donc des adultes, des punaises myrides adultes dans la photo du haut ou des larves dans la photo du bas. Les larves, elles se voient parce que, elles ressemblent à des petits pucerons, mais des pucerons qui courent, qui bougent beaucoup plus que les pucerons qui sont un petit peu plus immobiles. On arrive à les différencier comme ça.
Donc, pour en fait les suivis au filet fauchoir, pour avoir quelques bases peut-être de comparaison, on a une carte interactive sur le site de la FNAMS où chacun peut participer, donc en notant ses captures de phytonomes, de ticus et de punaises au fur et à mesure de la saison. Et donc, vous pouvez voir si dans les zones autour de chez vous, il y a eu des captures qui ont été faites et combien d'individus ont été capturés aussi. Donc, ça permet de vous situer par rapport à ce qui se passe dans votre petite région. Donc après, pour la récolte de la luzerne, donc les luzernes sont en général endénées. C'est rare de faire une récolte directe et puis vous pouvez perdre des graines en faisant une récolte directe. Donc, quand même, ce qui est très conseillé, c'est l'endénage. Donc, l'endénage, il a lieu quand il y a 80-87% des pousses brunes. Et donc, on laisse sécher les plantes en andin sur le sol. Et le battage a lieu 3 à 6 jours après. Donc, selon que vous avez une atmosphère sèche ou si vous avez du soleil, si vous avez des nuages, etc. Ça dépend un petit peu. Donc, après, la faculté germinative de la luzerne doit être supérieure à 85%, la pureté spécifique de 97%. Et donc, il y a des teneurs maximum en semences d'autres espèces par rapport au poids de l'échantillon. Donc, il doit y avoir un maximum de 0,3% de mélilotus, donc de mélilo. Il y a aussi donc des teneurs maximales en nombre d'espèces, c'est-à-dire dans votre échantillon, on va vraiment regarder chacune des graines. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de rumex, pas de cuscute et de fol avoine. Donc, maximum 10 rumex. Et donc, pas de cuscute et pas de graines de fol avoine. Donc, quand même, là, on voit l'intérêt peut-être des semences certifiées. Il ne doit pas y avoir de graines de cuscute du tout. Donc, après, on passe production d'oignons. Donc, les oignons, selon ce que vous avez, si c'est une population, si c'est un hybride, si autour de vous, il y a des populations ou des hybrides, si c'est des blancs, si c'est des rouges, etc. Normalement, au niveau réglementaire, il peut y avoir entre 1000 et 2000 mètres demandés. Mais certains établissements, donc par exemple entre des populations de rouge, de jaune, etc., les établissements peuvent demander un petit peu plus. Donc dans la région centre, il y a des plantations d'automne ou de printemps selon les besoins en froid des oignons. Très rarement des semis. En conventionnel, ça se fait très peu. Et en bio, je ne vous le conseille pas parce que ça laisse la culture en place beaucoup plus longtemps, surtout avec des oignons qui ne couvrent pas le sol. C'est pas judicieux. Il vaut mieux vraiment se concentrer sur des plantations. Donc, une fois que vous avez ouvert les rangs et que vous avez, par exemple, distribué les bulbes, ce qui est bien, c'est toujours de les retourner. Donc, le plateau de talage vers le sol, les racines vers le bas. Et donc, refermer les rangs une fois que les bulbes sont bien enracinés. Ça évite de les bouger et donc ça leur permet de rester la tête en haut. Donc, vous pouvez refermer les rangs, par exemple, en binant. Au niveau de la fertilisation, donc les besoins en azote de l'oignon, quand même, sont très faibles. Pour tout le cycle, il faut 60 à 80 unités. C'est-à-dire que si vous avez mis du fumier peut-être 2 ans, pas juste avant l'oignon, mais l'année d'avant, peut-être qu'il y a des reliquats qui sont suffisants. Si vous avez mis des légumineuses auparavant, si vous faites une plantation de printemps, vous avez mis quelques légumineuses en couvert végétal, par exemple, il y a des fois où ça peut vraiment suffire. Si vous apportez une fumure organique, donc c'est avant la plantation, le temps que ça se décompose, et puis parce que l'oignon n'a quand même pas beaucoup de besoins. Donc il y a quelques fois en fait où on n'apporte rien du tout, pas d'apport azoté sur l'oignon et il produit des graines sans problème. Donc éventuellement il peut y avoir une irrigation qui va être intéressante si vous avez une année sèche. Si vous voyez que les oignons sont en train de peiner ou si le sol n'a pas une structure très favorable à l'enracinement des oignons quand même, parce que les racines ne sont pas très poussantes, enfin ne sont pas très étendues non plus. Donc il peut y avoir un intérêt à placer une irrigation aussi dans ce cas-là. Donc après, par rapport aux adventices. Donc comme ce sont des cultures qui sont à
assez grand écartement, donc on peut biner et on peut aussi buter les oignons. Donc vous avez par exemple dans le coin en haut à droite une culture de plein champ qui est uniquement binée, mais donc sur le rang il reste quelques adventices, mais donc elles sont basses et il n'y a pas trop de problème. Et donc sur la photo qui est un petit peu plus à gauche, vous avez donc des oignons qui sont butés régulièrement. Et donc là sur le rang, en ramenant de la terre, en bougeant cette terre, il n'y a pas d'adventice. Donc il y a une adventice à laquelle il faut faire très attention en oignon, c'est la renouée liseron, parce qu'elle donne des graines qui ne sont pas triables, qui sont de la même forme, de la même couleur que les graines d'oignon. Au niveau des maladies, la grosse maladie qui peut être problématique, c'est le mildiou. Donc pour éviter le mildiou en bio, déjà il faut bien choisir la parcelle, soit une parcelle bien drainante, si possible exposée sud pour qu'elle s'assèche rapidement, qu'il n'y ait pas d'atmosphère un peu humide qui reste. Vraiment essayer d'éviter cette atmosphère humide. Selon les variétés, donc elle peut être plus ou moins sensible au mildiou. Certains producteurs, en fait, refusent de multiplier certaines variétés qui savent sensibles au mildiou. Ça en est carrément là pour essayer éviter vraiment cette maladie. Il y a un moyen d'éviter les premières inoculations aussi de mildiou, les premiers apports d'inoculum. On peut retrouver en fait certains bulbes sur lesquels il y a quelques présences de mildiou. Et donc, cela donne des pieds, ce qu'on appelle les pieds bourrus. Donc, ils vont pas être très dressés, plutôt un peu tordus, un peu plus bas que les autres. Donc, c'est la photo que vous avez en bas à gauche. Et donc, ce qui est bien, c'est de faire le tour de la parcelle et éliminer ces pieds-là. Quand même essayer de maintenir une atmosphère plus saine. Et donc, pour éviter du mildiou aussi, on peut apporter du cuivre ou du sulfate de cuivre, qui sont donc autorisés en bio, qui vont aider à maîtriser cette maladie aussi. Donc après, on passe à la récolte. Et donc la récolte, elle a lieu quand 30 à 50% des ombelles ont une capsule ouverte, c'est-à-dire où on va commencer à voir donc la petite graine noire à l'intérieur de l'ombelle. La récolte peut être manuelle ou mécanique. Si vous avez par exemple 2 rangs de 100 mètres, bon, mais c'est une récolte manuelle. Mais par contre, si vous avez plusieurs hectares, si vous êtes plusieurs agriculteurs dans la région à faire des oignons porte-graines, ça peut être intéressant d'avoir une machine en commun. Donc, y avoir une récolteuse à oignons. Donc, c'est la photo que vous avez sur la gauche. Et une fois que vous avez récolté ces oignons, donc les ombelles avec un petit bout de tige, tout ça, il faut le faire sécher avant de le battre pour arriver à peu près à 13% d'humidité. Et une fois, donc il faut avoir des séchoirs. Il faut être équipé quand même pour pouvoir produire des oignons. Et donc, une fois que vous avez bien fait baisser l'humidité de votre lot, vous pouvez le battre. Donc, la faculté germinative que l'on attend, elle doit être supérieure à 85%. La pureté spécifique supérieure à 97%. Et la teneur maximale en notre espèce, donc elle dépend du poids de l'échantillon et ça doit être au maximum 0,5%. Donc ça, ce sont les normes habituelles, mais peut-être que dans certains contrats, il peut y avoir des normes un petit peu plus strictes. Donc voilà pour les 3 itinéraires techniques. Et maintenant, je vais peut-être laisser la parole à d'autres personnes. Ah, excusez-moi, vous trouvez des informations. Donc sur le site de la FNAMS, on a quand même des fiches qui ont été faites dans les années 2000-2010 en collaboration avec l'ITAB, sur lesquelles vous avez quand même quelques informations, mais elles vont être régulièrement réactualisées. Sur les céréales, donc on va publier un guide au printemps, donc sur les productions de céréales bio. Vous avez des articles dans le magazine Bulletin Semences qui peuvent être intéressants, donc pas forcément centrés sur le bio, mais par exemple sur du désherbage mécanique. Et vous avez aussi des techniciens d'établissement qui peuvent encadrer la production. Certains sont dans la production bio depuis un moment et ont vraiment une expérience et un recul sur cette production. Donc, vous pouvez aussi avoir un œil sur les dérogations sur le marché qui s'ouvrent plus ou moins sur le site semence-biologique.org qui est destiné aux demandes de dérogation. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez questionner aussi vos responsables régionaux de la FNAMS ou moi-même, si vous voulez, qui est une spécialisation sur l'agriculture biologique. Et j'ai mis mon mail, donc si au cas où ça intéresse certaines personnes.
Donc maintenant, je vais laisser ma place à d'autres producteurs. Merci beaucoup, Laura. Donc, on va enchaîner sur les témoignages. On verra toutes vos questions à la fin, parce que je pense dans les témoignages, on aura aussi certaines réponses. Donc, on va commencer avec Monsieur Giton, pour le premier témoignage. Donc, si Laura, tu pouvais faire juste passer la diapo suivante, qu'on puisse voir. Voilà. Hop, voilà. Et Monsieur Giton, merci Laura. Et Monsieur Giton, est-ce que vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît? Voilà. Ça y est, Alors, mon micro est activé. on vous entend. Donc c'était donc vous faisiez principalement de la luzerne. C'est juste nous expliquer rapidement les points techniques un peu clés de cette production-là et votre retour d'expérience. Oui, alors les points techniques, la difficulté, il y a une grosse difficulté au niveau du SMI, enfin plutôt de la levée de la culture, avec les épisodes de sécheresse qu'on connaît de plus en plus au printemps et à l'automne. Enfin moi, les meilleures réussites que j'ai eues, c'est de semer la luzerne sous couvert d'une céréale, de printemps ou d'hiver. Bon, j'ai déjà aussi semé au printemps un peu tard, au mois de mai, et la luzerne a crevé en fait, hein, elle a complètement disparu. Donc il vaut mieux, à mon avis, la semer assez tôt, en février, mars sans doute. Mais c'est déjà un peu tard. Réaliser une précoupe assez précoce, je pense, pour pas trop limiter la production de graines. Au détriment de la production fourragère de première coupe, évidemment. Le désherbage hivernal avec un déchaumeur, plutôt vibroculteur, quand la luzerne est en repos végétatif. Plutôt la deuxième année, parce que la première année, elle est un peu trop fragile. Voilà. Bon, l'idéal, ce serait aussi d'augmenter un peu la dose de SMI, parce qu'on détruit quand même pas mal de plants en désherbant avec un vibroculteur l'hiver. Voilà. Et puis il faut aussi plutôt avoir une faucheuse endaineuse pour faire sécher la plante entière au sol avant de la récolter avec une moissonneuse bateau et ça. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il y avait donc juste un point de détail. Vous avez de l'irrigation ou pas? Non, j'ai pas d'irrigation. Non. Donc Non, c'est mais pour bon. ça que vous êtes sensible aux conditions climatiques pour intervenir. Les conditions climatiques, c'est surtout pour faire lever la culture et qu'elle passe le premier été, hein, finalement. D'accord. Ouais, c'est ça votre facteur limitant. Et c'est aussi une raison pour laquelle aujourd'hui vous n'avez plus de contrat en cours et que vous avez arrêté cette année. Alors, en fait, ma luzerne a déjà eu 3 récoltes. C'était la 3e récolte cette année. Bon, je n'ai pas souhaité renouveler un nouveau contrat pour le moment, mais c'est pas définitif. La première année, j'ai fait un bon rendement de 2 quintaux et demi. Bon, c'était pas mal. La deuxième année et la troisième année, hein, l'an dernier et cette année, j'ai fait à peu près 50 kilos hectares. Hein, parce que bon, il y avait une telle sécheresse que la récolte a vraiment été dérisoire. Ok, ouais. Donc économiquement, c'est pas intéressant. Enfin, on peut quand même compter sur le bon précédent de la luzerne pour les bonnes productions de céréales les années suivantes, mais c'est vrai que là, les 2 dernières années ont été très difficiles pour avoir une rentabilité de la culture. Ok, bon bah très bien, merci beaucoup pour votre témoignage. On pourra dans les discussions par la suite revenir aussi. Donc on va passer à Monsieur Descamps. Alors je ne sais pas si vous avez votre micro ouvert. Donc le même exercice que votre collègue. Donc nous expliquer un peu les points clés. On vous entend, oui. Oui, alors je découvre aussi votre projection.
Donc moi je suis agriculteur en Train-sur-Nohain, donc c'est pas tout à fait la région centre, c'est la Nièvre. C'est la région centre pour la FNAMS, mais pas administrativement. Mais bon, on est tout proche. Voilà, donc je suis passé en bio en 2011-2014, en plusieurs étapes. Et moi, j'ai clairement voulu passer en bio pour produire des potagères en semences. Je faisais déjà des potagères, et je faisais que des oignons en fait pour Béjo. Et en fait, c'est eux qui cherchaient les producteurs à l'époque et ça m'a titillé. Donc j'ai commencé comme ça en faisant des oignons porte-graines chez des voisins dans un premier temps sur des parcelles bio. Et au fur et à mesure, j'ai converti l'exploitation pour faire chez moi et pour élargir la gamme. En fait, ça m'a permis vraiment de faire beaucoup d'espèces de potagères que j'aurais jamais pu faire en conventionnel. Voilà, donc la liste des potagères, aujourd'hui c'est oignons, haricots, haricots verts, betteraves rouges, carottes, courgettes. J'ai aussi fait des fèves, j'ai aussi fait beaucoup de choses qui marchent pas, des radis, je vais tenter de l'épinard l'année prochaine, du poireau l'année prochaine. Enfin voilà. Après, une fois qu'on est dans le circuit, après on a les demandes des organismes, des établissements, et puis on y répond, on n'y répond pas, on est intéressé ou pas. Voilà. Alors les points clés que vous avez notés, c'est du matériel quasiment par culture. Il faut quasiment tout le temps un matériel spécifique, quoi. Donc ça passe par le plus gros consommateur de matériel, c'est le haricot vert, où il faut tout le matériel de récolte. Donc c'est arracheuse, andaineuse et récolteuse spécifique. Sinon, en oignon, j'ai une récolteuse mécanique aussi, que j'avais déjà avant de passer en bio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matériel spécifique? Une andaineuse qui sert pour les betteraves, carottes et tout ce qui peut être andainé avant récolte. Voilà, et puis après, c'est toute la panoplie de planteuses, bineuses qui sont un peu multi-espèces. Moi, ça passe par aussi, donc le deuxième point, un besoin de main-d'œuvre très important. Il y a des cultures qui sont quasiment uniquement manuelles, comme la courgette, où tout est planté, enfin, il y a une planteuse qui plante sur plastique, mais il y a, comment dire, il y a la castration qui est manuelle, la récolte qui est manuelle, enfin, c'est quasiment que du temps de travail. Et d'autres qui sont quasiment toutes mécanisées, comme le haricot vert, quoi. Mais malgré tout, il faut quand même repasser dans les champs, nettoyer avant la récolte, enfin pendant la culture. Voilà pour l'aspect main-d'œuvre, c'est ma plus grosse préoccupation aujourd'hui. C'est de trouver des bons saisonniers au moment clé, c'est-à-dire tout le printemps, quoi. Voilà. L'intégration de la luzerne, oui, ça fait 2 ans maintenant que j'ai intégré 20-25% de luzerne sur l'exploitation pour justement essayer de souffler un petit peu en désherbage manuel dans l'avenir pour essayer de nettoyer les champs. Voilà. Et puis après, le but, c'est d'intervenir au moment le plus opportun mécaniquement, de faire tout ce qu'on peut mécaniquement en désherbage. Et on finit quasiment toutes les cultures en désherbage manuel. Voilà. Projet d'amélioration, c'est l'eau, pour moi, est indispensable pour toutes ces cultures, que ce soit pour réussir des plantations ou pour en culture, des cultures comme la betterave, c'est quand même très demandeur en eau. Les haricots verts aussi, évidemment. Mais les carottes et tout ça, il faut absolument l'irrigation pour réussir les plantations d'automne. Donc moi, j'aimerais arriver à mettre en place un bassin de retenue d'eau pour sécuriser l'irrigation, surtout en fin de cycle. Enfin, en fin d'été, quand on a les arrêtés d'interdiction qui tombent et qu'on n'a pas fini de planter, quoi. Alors, autre élément, bon relationnel avec les établissements semenciers. Oui, ça se passe
Ouais, ça se passe au jour le jour. C'est vrai que c'est une relation de confiance entre chaque établissement semencier et l'agriculteur multiplicateur. Euh, bon, et après, ça peut aussi mal se passer, ça dépend des hommes. Et être en bio, moi, ça m'a permis de développer toute la gamme de potagères que je fais aujourd'hui, parce qu'on est dans des zones très pauvres. Il y a pas de, c'est pas des zones de techniciens. Donc ils sont venus chez moi parce que je faisais du bio et ils seraient pas venus en conventionnel, quoi. Ils seraient restés dans leur bassin de production euh, d'origine, hein, on va dire. Ok, parfait. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était très riche. On va passer donc au dernier témoignage. Si Laura, vous pouviez faire face. Voilà, parfait. Donc Nicolas Nouvelon, donc lui qui est dans le Loir-et-Cher, donc qui est en cours de conversion. Bonjour à tous. Bonjour, on vous entend très bien. Oui. Donc oui, en effet, en conversion depuis. Donc là, c'est la deuxième année où je sème en conversion, et à terme, toute l'exploitation sera passée en bio, avec sur l'exploitation une activité historique en semences, carottes, betteraves sucrières, haricots, seigle. Voilà. Et donc conservation de ces contrats le temps de la conversion pour après essayer de les basculer en bio sur les parcelles qui seront converties. Donc pour quand même me faire la main, j'ai conduit depuis 2 ans, là c'est la deuxième année où je conduis 2 hectares en carottes porte-graines hybrides conduits en bio parce que c'est la culture qui est la plus délicate sur mon assolement, avec un semis fin août et une récolte août l'année suivante, donc un cycle très long pour du bio, avec une couverture du sol au départ très lente. Donc voilà. Ce qu'on a pu observer depuis 2 ans, c'est que il fallait biner absolument au plus près. Donc malheureusement, les bineuses proposées sur le marché par les grandes marques sont, à mon avis, peu adaptées à nos cultures spécialisées, dans le sens où il faut se rapprocher au plus près du rang. Et aujourd'hui, l'année dernière, on était à 12, cette année, on était à 8 cm de non biné, l'année prochaine, on sera à 4, et, parce qu'on modifie les bineuses au fil des années. Mais c'est un point hyper important parce que, comme disait mon collègue juste avant, la main d'œuvre derrière, c'est de la main d'œuvre, et bon, plus on bine près de rang, moins on aura des heures de main d'œuvre. Donc, pour pallier à ça aussi, il faut essayer de faire un maximum de faux semis. Par contre, quand on parle de faux semis l'été, ça veut dire aussi irrigation. Donc, selon les autres cultures à côté, c'est pas toujours faisable. Mais on s'est rendu compte ça au printemps, que les faux semis avaient fait énormément sur maïs, en maïs en conversion. J'avais laissé une petite bande non travaillée à la RC Tri. Et là, il y avait une relevée énorme, alors que quand j'avais passé la RC Tri pour faire les faux semis, on voyait pas on voyait pas les adventices, quoi. Ça a détruit des choses qui étaient non visibles à l'œil nu. Donc voilà. Donc si on reprend les carottes qui sont l'espèce phare chez moi, très important la densité de semis. Pour avoir une densité importante, ça joue quand même. On voit que quand on sème beaucoup, enfin quand on sème, si on sème comme en conventionnel, on a du mal à couvrir le rang rapidement et ça se salit beaucoup plus. Donc après binage mécanique au maximum. Alors cette année, on a eu des conditions excellentes parce qu'on a pu biner 5 fois. L'année dernière, on a pu biner que 2 fois parce que l'automne a été beaucoup plus humide. Donc ça, c'est pareil. C'est après, s'il y a plus ou moins de binage derrière, c'est la main d'œuvre qui compense. Et voilà un peu ce que je peux dire sur le désherbage à l'automne. Et c'est des passages répétés, même au printemps. Que sinon, comme on est en semence, il y a toujours le problème de graines indésirables.
Et à terme, en développement, pour l'année prochaine, c'est achat d'une interface caméra pour biner toutes les cultures, dans le but que maximum des cultures soient propres, même les céréales, parce que sur la rotation, si on est sale dans les céréales, ça se retrouve derrière. Donc voilà l'objectif. Ok, est-ce que vous aviez rajouté en échangeant avec moi, c'était donc là vous l'avez parlé de la caméra, qu'une des contraintes importantes c'était la valorisation, hein, que ça coûtait plus cher de produire en bio et qu'il Mm. fallait forcément une meilleure valorisation. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, ça commence à se mettre en place, mais on sent que les établissements de semenciers sont un peu frileux, parce que bah, d'une part, on va vers l'inconnu, et puis bah, c'est sûr que ça fait des sommes quand même différentes par rapport au conventionnel, mais les charges derrière sont là, donc on peut pas se permettre de produire peu cher. Hmm. Et un Parce dernier que point qui est important. Oui, allez-y. c'est en bio, encore plus qu'en conventionnel, il faut mettre les charges pour produire de la qualité. Sinon, si on hésite, au bout d'un moment, c'est mon avis, hein, je détiens pas la vérité, mais à mon avis, si on met pas les charges et si on fait pas ce qu'il faut, à un moment, c'est trop risqué, on risque d'aller dans le mur. Ok, parfait. Il y avait un autre point important, c'était le fait que vous, de votre côté, vous n'aviez pas de possibilité de valoriser la luzerne. Donc c'était aussi un point bloquant par rapport à vos rotations. Ouais, parce qu'on peut pas on peut pas s'en servir pour nettoyer comme certains peuvent le faire. Et Hmm. puis, alors certains ont fait le choix de de faire de la luzerne et de la broyer tout simplement. Moi, ça fait 2 ans que je suis installé. Économiquement, je peux pas me permettre de perdre de la surface. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Ce que je vous propose, c'est que les agriculteurs qui ont témoigné, donc je vais poser les questions. Si vous avez les réponses, faut pas hésiter à aussi en parler. Donc à Laura je pense que vous pouvez brancher votre micro, il y aura des questions pour vous. La première question, sur quelle espèce on manque de semences en bio aujourd'hui? C'est plus Laura qui va... Ah, le micro, voilà. Oui. Je pense qu'en général, on en manque un petit peu partout, hein. Il y a beaucoup de demandes dans la plupart des espèces, quoi. Et D'accord. souvent, les établissements recherchent des agriculteurs multiplicateurs. Il y a surtout un manque d'agriculteurs qui veuillent se lancer dans ce type de production. Donc ils sont en recherche de nouveaux agriculteurs, de nouveaux Oui, contrats, quoi. oui. Dans la diaporama, donc vous avez mis donc la catégorie, je crois qu'il y avait eu la réponse qui était affichée, il y avait une question là-dessus. Dans quelle catégorie sont la production de graminées porte-graines? C'était Les hors fourrages. dérogation? Non, par rapport aux dérogations. Oui, je cherche l'info. D'accord. Ok, on va regarder ça. En attendant, je vais poser une autre question aussi. La rotation, ah non, alors sur la pureté spécifique d'abord, c'est plus proche. La pureté spécifique, est-ce qu'elle est la même en bio et en conventionnel? Oui, Ok, c'est d'accord. la même réglementation pour les deux productions. Donc, c'est Ok. exactement les mêmes normes à appliquer. Ok. Une autre question plus technique là pour le coup. Quelles sont les rotations les plus courantes en oignons, carottes et haricots en production biologique? Un peu les rotations type, quoi. Peut-être que les agriculteurs auront plus de réponses que moi par rapport à ce que vous faites sur vos exploitations. Est-ce que vous avez des rotations type à nous communiquer? Euh,
Pour ce qui est carottes et haricots, c'est relativement facile. En carottes, il faut faire attention, pas revenir avant 10 ans à la même place pour des questions de pureté variétale et de maladie, mais 10 ans, mais c'est surtout la pureté variétale. Par contre, en bio, c'est encore une question, quoi. Mais sur l'aspect semence, carottes c'est 10 ans et haricots 4 ans. 4 ans. Je pense qu'il y a une question que vous allez pouvoir répondre aussi qu'on avait. Quel type d'équipement vous utilisez pour pouvoir battre une fois que ça a été endéné? Une personne qui se posait la question. Sur tout ce qui est endénable, donc chez moi carottes, betteraves, c'est pick-up à tapis sur la moissonneuse, quoi. Ok, Et, bon, très bien. et moissonneuse à rotor pour la qualité des graines, pour pas casser. Et pour les bineuses, pour le coup aussi, il y avait une question sur le fait d'avoir du matériel assez haut pour pouvoir passer la bineuse le plus tard possible dans la culture. En fonction des cultures, comment vous gérez ça aussi? Donc la hauteur sous châssis qui avait été évoquée. C'est vrai que selon les cultures, mais après en oignon ça doit être encore plus important parce que l'oignon comme il couvre pas quand il pousse, mais là par contre je peux pas répondre. Mais en carotte, oui, faut la hauteur maximum pour pouvoir passer le plus tard possible. Et après, il faudrait même un équipement supplémentaire qui est un enjambeur pour passer entre mâle et femelle en carotte hybride, parce que c'est là où il y a la lumière qui rentre. Mais après, c'est du matériel encore à avoir en plus. Ouais, c'est du matériel, ouais. Ok, parfait. Et Laura, est-ce que vous avez trouvé la réponse sur la partie Oui. production de porte-graines? Alors, les graminées sont en dérogation standard. Ok, C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore au stade d'écran d'alerte, elles sont bien imprimées. Pour l'instant, les dérogations, enfin, il n'y a pratiquement que ça, quoi. Donc, autrement dit, il ne doit pas y avoir beaucoup de production de semences de graminées bio. ok. Et sur votre présentation, il y avait une autre question aussi. À un moment donné, vous mettez que les engrais minéraux ne sont pas autorisés. Et une personne se posait la question des engrais minéraux d'origine naturelle, comme le phosphate naturel, etc. Oui. Alors, si ce sont des poudres de roche, c'est autorisé. Il ne faut pas que ce soit D'accord. des engrais de synthèse. Ok. Et là, il y avait deux autres questions là, qui viennent juste d'arriver pour finir. Est-ce qu'un multiplicateur peut avoir de la luzerne bio-semence et bio-fourragère d'un point de vue PAC? Oui, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas- il y a- voilà, il n'y a pas de contradiction. On peut avoir les deux sur l'exploitation. Oui, à mon avis. Après, peut-être il faut juste une petite distance entre les deux parcelles pour vraiment ne pas les confondre. Mm. Et une dernière question. Pour maintenir les champs propres, hein, c'est une question, mais je pense que c'est aussi une réponse. La récupération des menus pailles lors des récoltes de céréales est-elle la règle chez les multiplicateurs? C'est toujours mieux. Oui, voilà, la réponse est un peu dans la question. Voilà, Après, c'est c'est sûr. la règle générale. Je ne connais pas suffisamment la région centre pour pouvoir y répondre. Ok. Je pense que c'est tout. Oui, alors il y a une autre question, mais ah oui, donc ok, il y a eu les réponses, c'était de savoir si on pouvait avoir des mêmes espèces en bio et en conventionnel. Et il y a quelqu'un qui a répondu, donc vous pouvez regarder directement sur le chat, vous avez aussi des réponses hein, des uns et des autres. Donc non, il est interdit d'avoir des semences de même espèce sur une même exploitation, sauf s'il y a deux entités distinctes. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On a un peu dépassé l'heure voilà, qui était midi, mais c'est pas grave parce que c'était assez riche en termes d'échanges. Donc en tout cas, moi je voulais, on voulait remercier Laura donc pour son intervention. Il y a ses contacts, hein, donc vous pouvez la rappeler comme elle vous l'a expliqué si vous avez des questions.
Et on remercie également voilà, les 3 agriculteurs qui ont témoigné. C'est toujours très riche hein, quand il y a voilà, des agriculteurs qui participent et qui donnent aussi les infos voilà, sur leur ferme. Donc merci à tous